Bonjour et bienvenue à tous. Je suis Susanna Zamataro, directrice générale de la Fédération internationale de la route basée à Genève, Suisse. Nous sommes une organisation active dans plus de 130 pays partout dans le monde. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous un nouvel épisode de notre série d'entretiens avec des patrons de grands groupes intitulé En route pour Istanbul. C'est un format qui nous permet d'aborder les enjeux essentiels qui seront débattus dans le cadre du Congrès mondial de l'IRF qui se tiendra à Istanbul justement du 15 au 18 octobre 2024. Et j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Pierre Coppet, directeur général adjoint de Vinci et président de Vinci Autoroute. Pierre Coppet, soyez le bienvenu. Bonjour Susanna. Bonjour Pierre. Euh, Pierre, vous êtes directeur général adjoint de Vinci, président de Vinci Autoroute et de Vinci Stadium, également vice-président de l'Association des sociétés françaises d'autoroutes ASFA. Je pense qu'il me faudrait quelques heures pour passer à travers de votre brillantissime carrière, mais vous avez rejoint le groupe Vinci en 1992, en bon français, 92 comme on dit en Suisse, et vous avez occupé différentes fonctions avant de d'occuper le poste actuel. Vinci Autoroute, je rappelle, assure la concession d'un réseau de plus de 4000 kilomètres, ce qui en fait de Vinci Autoroute le premier concessionnaire autoroutier en France et aussi l'un des principaux en Europe. Beaucoup de kilomètres, donc 4000 et plus, ça veut dire mobilité de plusieurs milliers de personnes et de marchandises. Et on sait que le transport routier, c'est quand même une source importante d'émissions. Donc, ma première question pour vous, Pierre, est-ce que les politiques de décarbonation qui sont menées au niveau européen mondial, vous pensez qu'elles ont vraiment permis de prendre la mesure d'un problème, du problème et ils apportent des solutions efficaces? Ouais, je crois qu'on peut dire que depuis 2015 et l'accord de Paris, qui a tout de même été signé et ratifié par 195 États, la prise de conscience est réelle et je rappelle que l'Union européenne s'est engagée sur un objectif pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, de réduire de 55% ses émissions de gaz à effet de serre en 2030 avec référence 90 et a cessé de vendre des véhicules carbonés en 2035. Je voudrais quand même qu'on se souvienne que cet engagement, il a valeur contractuelle, il a valeur légale, et on sait bien que cette trajectoire ne va pas de soi et qu'elle suppose une accélération très, très forte de l'ensemble des acteurs. Alors, je crois qu'il faut se rappeler que le secteur des transports et en particulier le transport routier génère à lui seul un quart des émissions de CO2. L'essentiel des émissions du transport viennent des déplacements routiers, c'est les trois quarts des émissions de CO2 des transports à l'échelle mondiale. Et dans certains pays comme la France, on est au-dessus de 90% des émissions des transports qui proviennent de la route. Ça veut dire que on ne pourra pas décarboner nos économies si on ne décarbone pas les transports et on ne décarbonera pas les transports si on ne s'occupe pas prioritairement et de façon très volontariste de la route et de la décarbonation de la route et de l'autoroute. Clairement, je crois d'ailleurs que la COP 28 en a fait mention et je crois que la prise de conscience avance dans ce domaine. Je crois qu'il faut être attentif à ce qui fait, à ce qui cause cette situation. Il faut rappeler que aux États-Unis, 9 déplacements sur 10 domicile-travail, 9 trajets domicile-travail sur 10 se font par la route. En France, c'est trois quarts des trajets domicile-travail qui se font par la route. Et je crois que si les gens utilisent la route et vont travailler en voiture, c'est qu'ils n'ont pas d'autres moyens. Et on sent bien, quand on en fait l'analyse à partir des besoins,
qu'on est sur une tendance qui est pérenne et qui est durable. Et donc, le report modal n'est pas la seule solution. Le report vers le fer, c'est très bien, mais ça ne répond pas à tous les besoins. Et il nous paraît absolument indispensable de s'attaquer à la décarbonation de la route et à l'utilisation de la route comme une infrastructure sur laquelle on peut faire circuler des modes décarbonés. Et justement, je vais revenir plutôt dans le concret, dans les actions concrètes qu'on peut mettre en place concrètement. Vinci Autoroute, on l'a dit, un grand opérateur d'infrastructures routières. Quelle est la vision qui est portée par Vinci Autoroute sur ces sujets? Quelles sont les solutions que vous êtes déjà en train de déployer et celles que vous envisagez de déployer dans le Ouais, je futur? pense il faut d'abord se souvenir, dans un pays comme la France, il y a 1 million de kilomètres de routes et 26 000 kilomètres de réseaux ferrés. 1 million de réseaux routiers, 26 000 kilomètres de réseaux ferrés. Une fois qu'on a compris ça et qu'on sait ce que sont la nature des besoins et des usages, ben, il faut s'adapter et il faut regarder l'infrastructure autoroutière comme une infrastructure adaptable et capable d'accueillir les mobilités décarbonées. C'est vrai aussi bien pour les véhicules légers que pour les poids lourds, avec l'utilisation de véhicules hybrides ou de véhicules électriques. Et ça, je crois que c'est une tendance lourde, mais c'est une tendance qui s'organise. La deuxième chose, c'est que je crois que le développement des mobilités partagées a également un impact considérable sur la décarbonation. Alors, je constate qu'on a beaucoup de mal à déployer le covoiturage et qu'on en parle beaucoup plus qu'on en fait. Et là aussi, c'est simplement en regard de la nature des besoins. En revanche, il est très efficace de développer les transports en commun et les bus sur autoroute. Il est très facile de mettre un bus sur le réseau routier. Il est beaucoup plus rapide de mettre un bus que de construire un tramway. Et un bus électrique ou même un bus un bus carboné qui va être rempli de 45 personnes va avoir effectivement, évidemment, un bilan carbone bien meilleur aux passagers qu'un véhicule avec un seul passager. Après, je pense que dans les tendances à la décarbonation, il faut se rappeler trois autres sujets qui sont importants. Le premier, c'est d'avoir l'objectif d'utiliser l'autoroute comme un centre de production d'énergie. Les trois quarts de l'empreinte autoroutière ne sont pas routières, mais sont des espaces verts et des délaissés. Et je crois qu'on peut déployer du photovoltaïque massivement sur les autoroutes et que c'est une façon d'en améliorer le bilan carbone. On peut également, et ça je crois que c'est une priorité dont on sent tous les jours plus l'urgence, renforcer la résilience de l'autoroute, notamment face au risque de l'eau, face au risque du feu et face au risque de température. Et nous avons devant nous un sujet considérable qui est le sujet de l'adaptation des infrastructures au changement climatique. Et je crois que ça fait partie du programme de la décarbonation et que cela doit être regardé comme une priorité. Et puis, nous avons un sujet sur la restauration et la protection des milieux naturels avec des questions de transparence bleue et de transparence verte, de transparence hydraulique et de transparence par rapport à la biodiversité, qui est également un vrai sujet de mobilisation dans le cadre du plan de décarbonation. Voilà, si vous voulez, pour faire simple, le plan de décarbonation de l'autoroute, il consiste à changer le regard et à regarder l'autoroute non pas comme un mode, mais comme une infrastructure, et comme une infrastructure sur laquelle on peut faire circuler des modes collectifs et des modes décarbonés. Et justement, c'est une vision que l'IRF partage et je veux rester sur... J'espère bien, puisque nous en sommes membres, je rappelle. Ah oui, et je veux bien aussi venir sur ce point. Vous avez mentionné la transition énergétique et vous avez mentionné aussi l'importance du transport en commun. L'Union européenne et la Chine semblent avoir résolument fait le pari de l'électrique, justement. Donc, comment et serons-nous capables d'être au rendez-vous et comment, d'ici en 2030 ou 2050, avec cette grande transition énergétique qui est effectivement et reste un chantier industriel qui est titanesque?
Ben, en fait, moi je pense que dans le comment, il y a une première approche qui est de se rappeler ce qu'on a décidé. On ne peut pas remettre en permanence en débat les sujets. Moi j'ai compris qu'il y avait une décision européenne, une norme européenne, avec une échéance à 2035 et une politique volontariste de déploiement du véhicule électrique. J'ai conscience de la brutalité ou de la violence du choc que ça représente pour l'industrie, mais c'est une décision qui a été prise et qu'il appartient aux exploitants d'infrastructures de prendre en compte. Et on voit bien monter la pénétration des véhicules électriques. J'ai vu que le parc norvégien est déjà à 50%. On voit bien que les ventes dans l'ensemble des pays européens sont au-dessus de 15% de véhicules électriques vendus. En Chine, c'est les 2 tiers. Aux États-Unis, c'est 10%. On sent bien que ça fonctionne. Alors, notre responsabilité à nous, c'est clairement de déployer sur cette trajectoire des bornes de recharge électrique de manière à ce que l'infrastructure suive et accompagne le mouvement avec une avance de phase suffisante pour que la sécurité d'approvisionnement et de recharge des usagers de véhicules électriques soit telle qu'il n'y ait pas de doute au moment d'adopter, au moment de choisir entre un véhicule électrique et un véhicule carboné, pas de doute sur le fait qu'on pourra faire son trajet en sécurité avec la possibilité de se recharger. Je crois que ça nécessite à la fois des schémas directeurs de la part des États, la mobilisation des sociétés concessionnaires et des énergéticiens pour faire les raccordements, pour amener la puissance, pour déployer les bornes. Tout ça, on peut d'ailleurs, et on le fait avec bonheur, coupler ces bornes de recharge à des process photovoltaïques. Je crois que tout ça est à l'œuvre et que moi, je vois par exemple Vinci Autoroute a déployé 1700 bornes de recharge rapide sur ce réseau dans un délai très rapide. On a aujourd'hui un maillage qui est passé par l'utilisation des aires de service, puis des aires de repos, puis des gares et des parkings. Et on voit bien qu'on a très rapidement atteint un bon niveau de couverture qui correspond à l'état actuel du parc de véhicules électriques. Et je pense que la sagesse voudrait que l'ensemble des acteurs du secteur, sous l'égide de l'État, construisent un programme et un plan de déploiement pour les années qui viennent. Et nous sommes d'ailleurs en cours de discussion avec l'État sur ces sujets. Merci. Vous avez mentionné marchandises. Est-ce qu'on peut dire de même, donc, une transport routier de marchandises, et serons-nous au rendez-vous de la décarbonation en ce qui concerne les poids lourds? Alors moi, j'ai souvent envie, pour répondre à cette question, de rappeler que le transport routier de marchandises représente les 9/10 du fret, parce que je pense que beaucoup des gens qui s'expriment sur ce sujet l'oublient. Ils devraient aller passer 1 heure au-dessus ou au bord de l'autoroute A9 ou de l'autoroute A7, ou j'ai en tête les autoroutes du nord de l'Europe sur lesquelles on a parfois 2 voies, 2 fils ininterrompus de poids lourds. L'industrie européenne est sur la route, elle circule par la route, et je ne crois pas qu'il est possible que ça change compte tenu de la nature des réseaux et de la nature des besoins. Donc oui, je crois que à l'échelle mondiale, le transport routier, le transport lourd de marchandises a de beaux jours devant lui, qu'on le veuille ou non. Et je suis assez convaincu que l'électrification du transport routier va être menée à marche forcée. Les constructeurs de poids lourds européens annoncent que les poids lourds électriques représenteront 50 à 60% de leurs ventes d'ici à 2030. Alors c'est vrai qu'on ne se le figure pas aujourd'hui. Enfin, on sent bien que là aussi, le cadre réglementaire et le cadre industriel sont à l'œuvre, et que la croissance de la demande doit être conditionnée par la quantité et la qualité de l'offre. Nous avons donc besoin de déployer des bornes de recharge
à haute puissance pour les poids lourds, avec une mécanique qui est assez cohérente avec le droit du travail des transporteurs routiers, qui fait qu'un un conducteur qui a 4 heures de trajet a besoin de faire une pause toutes les 4 heures et peut se recharger sur une borne très puissante en 45 minutes. Et donc, on voit bien que tout ça est assez cohérent. Nos projections entre Vinci Autoroute, Enedis et Total disent qu'il y aurait besoin de 12 000 points de recharge poids lourds en France à l'horizon 2035. Ça veut dire qu'il y a de gros investissements à anticiper, à planifier et à financer. Et je crois qu'il faut également qu'on expérimente, comme nous le faisons avec Vinci Autoroute, les solutions de type ERS, les systèmes de recharge mobile, qui permettent par induction ou par contact de recharger les poids lourds en roulant. Je crois que c'est une solution qui est également très intéressante. Donc, je sens là aussi que la tendance n'est pas aussi rapide que ce qu'un esprit cartésien pourrait souhaiter, mais que la tendance lourde mobilise tous les acteurs vers cette véritable révolution de l'électrification du transport routier. Je vois le temps filer. J'ai deux questions. Une, parce que vous avez mentionné On ne tout voit à pas le temps passer avec vous, Suzanne. Vous avez mentionné tout à l'heure la question des investissements, on va y revenir, mais aussi cette dichotomie et cette tension permanente entre la route et le rail. Est-ce qu'elle fait encore du sens? Parce que pour nous, c'est un débat qui est obsolète. Moi, je constate que l'opposition nourrit régulièrement des débats simplistes, mais qu'elle n'a aucun sens. Je pense que dans les zones hyper denses, les zones urbaines et les zones métropolitaines dans lesquelles il y a un système ferré, il est très aisé de proposer une alternative à la voiture. Dans les zones périurbaines, c'est moins le cas, et dans les zones rurales, c'est encore moins le cas. Et quand on regarde simplement le sujet par rapport aux origines destination et par rapport aux besoins, on s'aperçoit que les besoins parlent mieux que l'idéologie. Donc, je crois qu'il est absurde d'opposer le fer à la route et qu'il est en revanche urgent de regarder la route comme une infrastructure et non comme un mode, et comme une infrastructure qu'il faut adapter avec des investissements permettant l'intermodalité, permettant les changements de mode sans couture, permettant d'utiliser des énergies décarbonées et permettant la densification des usages. Et sur tout ça, je pense qu'il y a beaucoup à faire pour adapter l'autoroute et la moderniser. La particularité de cette infrastructure, c'est qu'elle est éminemment adaptable. Exactement, et c'est quelque chose que souvent on oublie. Vous avez parlé d'investissement, donc parlons d'argent et d'investissement. On aura besoin d'investissements massifs au moment où, en fait, on voit que les financements publics se tarissent dans un nombre d'États. Quelle est donc la solution pour le futur? Est-ce que les partenariats publics-privés peuvent vraiment apporter des solutions concrètes au pouvoir public pour accomplir cette décarbonation des transports? En fait, vous savez, je crois que là aussi, il faut se garder de dogmatisme. Quand on regarde les investissements requis par la transition énergétique et la transition climatique, rien que les investissements dans le domaine de l'énergie, la production d'énergie, le transport d'énergie, la distribution d'énergie, j'ai vu l'autre jour une étude qui chiffre à 450 milliards, rien qu'en France, les besoins d'investissement dans ce domaine. En matière routière, on a à la fois des besoins d'investissement dans l'entretien et la maintenance du réseau secondaire, des investissements d'adaptation des infrastructures, et puis on parle de tous les investissements d'intermodalité. Sur tous ces sujets, il y a clairement besoin de planifier et de mobiliser l'ensemble des acteurs. Et clairement, je constate, j'observe que les infrastructures qui sont financées par de l'argent privé, avec du péage, ont trouvé des modèles leur permettant d'investir, et que les structures publiques, compte tenu de la crise,
générale des finances publiques sont en position de sous-investissement. Donc oui, je crois beaucoup à la vertu du PPP, du partenariat public-privé ou de la concession. Ça, ce sont des modalités qui permettent de mobiliser de la dette privée qui exige la contribution des utilisateurs. Je crois beaucoup pollueur-payeur, c'est une belle logique, et je crois beaucoup à la validité et à la modernité de ce schéma. Vous savez, en France, on explique régulièrement, on tient régulièrement des discours hostiles aux concessions, et ça c'est pour les apparences, parce que dans la réalité, toutes les infrastructures importantes en France depuis le 19e siècle, qu'il s'agisse de l'énergie, des transports ferroviaires ou des autoroutes, tout a été construit en concession à la satisfaction générale. Pierre, encore un point justement parce qu'on parle de partenariat public-privé. La France a vu la création l'an dernier d'une alliance pour la décarbonation de la route, justement, qui est portée par le politologue et spécialiste du réchauffement climatique et membre du GIEC, François Gemène. Est-ce que c'est un modèle qui peut aider d'autres pays? C'est un modèle à exporter ailleurs pour faciliter justement ce dialogue et cette transition? En fait, nous avons adhéré avec grand plaisir à cette démarche, à cette proposition de l'alliance de l'ensemble des acteurs pour la décarbonation de la route, parce qu'on sent bien qu'on est face à des révolutions et à des enjeux qui sont d'une telle ampleur qu'il y a besoin de tout le monde. Il y a besoin du public, il y a besoin du privé, il y a besoin de la norme de l'État et il y a besoin de l'argent des entreprises, mais il y a aussi besoin de l'apport des académiques, des industriels et des gestionnaires d'infrastructures. Et donc la rencontre de l'Alliance, c'est un lieu qui permet de mobiliser l'ensemble des acteurs sur un dialogue que je crois très riche et très utile sur tous ces sujets. Et donc oui, je remercie François Gemène de cette initiative qui me paraît très, très prometteuse et très moderne pour penser ou soutenir les politiques publiques. Merci Pierre. Le temps, je pense qu'on arrive à la fin de notre entretien. Vous l'avez mentionné, on l'a mentionné tout au début. 30 et plus ministres, des experts des 4 coins du monde vont se réunir au Congrès mondial de l'IRF à Istanbul la semaine prochaine. En une phrase, si vous pouvez résumer un message que vous voulez envoyer et laisser avec cet ensemble d'experts et de ministres, quel serait le message? Le message, c'est de dire que l'autoroute et le transport sur route ne sont pas un problème pour la décarbonation, mais qu'ils ils portent en eux-mêmes les solutions pour la décarbonation de la planète. Pierre Coppet, merci infiniment et à bientôt. Merci Susanna, à bientôt. Merci.